Bonjour, cette présentation est destinée à vous sensibiliser sur un fait exceptionnel qui est en train de toucher nos économies et qui se traduit notamment par le retour brutal de l'inflation. Un retour brutal qui a pris le cours, notamment les banques centrales, mais en fait en général toutes les autorités, hein, que ce soit les banques centrales ou les gouvernements. Euh, Parce que jusqu'au début de l'année 2022, le retour de l'inflation a été considéré comme bénin. C'est-à-dire que la remontée de l'inflation à laquelle on assistait était considérée comme transitoire et que finalement ne posait pas de problème pour le fonctionnement de nos systèmes économiques. À partir de l'année 2022, les banques centrales ont changé leur fusil d'épaule et ont considéré que ce retour de l'inflation n'était plus bénin, mais il était bien structurel, que cette remontée violente de l'inflation devait les contraindre à agir et à remonter les taux d'intérêt, les taux directeurs, ce que l'on n'avait pas observé depuis de très très nombreuses années euh, dans les pays développés. Alors, euh, c'est un constat empirique qu'ont fait les banques centrales, mais les banques centrales ne donnent pas d'explication à ce retour brutal de l'inflation. C'est un constat. Et ce constat, il est empirique, simplement empirique, et non pas théorique, et non pas justifié. Il a même été entériné par le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui a fait son mea culpa en disant, voilà, les modèles sont cassés, si j'écoutais les modèles, eh bien, l'inflation en Angleterre serait déjà à 2%, voire moins d'ici la fin de l'année. Le fait est que aujourd'hui, l'inflation ne correspond plus au modèle et à ce que disent les modèles, mais pour autant, on n'a pas d'explication du côté des banques centrales, et donc on agit dans le flou, c'est-à-dire qu'on agit au coup par coup, on agit à court terme, on regarde l'inflation, ce qu'elle fait, ce qu'elle devrait faire à court terme, et à partir de là, on remonte les taux d'intérêt, ou on les stabilise, ou on calme la hausse des taux d'intérêt. Mais donc, il n'y a aucune explication à cette remontée brutale de l'inflation. C'est cela que je vais vous donner aujourd'hui, cette explication. Euh, alors, vous allez voir, c'est très synthétique. Ça demandera probablement, si vous voulez en savoir plus, davantage d'explications. Mais vous verrez que ça correspond à ce que l'on observe aujourd'hui. Et en toile de fond, finalement, ça nous permet d'avoir une clé absolument fondamentale de lecture de l'évolution de l'économie à moyen et long terme. Et cette clé de lecture nous permet d'avoir une analyse assez fondamentale de ce qui devrait se passer du côté des autorités monétaires, comme du côté des marchés financiers, comme du côté de l'économie. Alors pour déjà appuyer le constat empirique hein, du retour global de l'inflation, on va regarder justement un graphique assez simple. Alors ce graphique simple, c'est celui que vous avez ici, c'est-à-dire c'est un graphique finalement où il y a l'évolution que vous voyez ici de l'inflation globale d'une part et de l'inflation sous-jacente d'autre part. Donc l'inflation sous-jacente étant l'inflation hors énergie et hors alimentation. Alors pour éliminer les effets de bord dans les pays de l'OCDE, puisque ceci concerne les pays de l'OCDE, on a pris l'inflation médiane, c'est-à-dire qu'on a ici pris l'indicateur qui est tiré du pays médian, c'est-à-dire pour lequel finalement 50% des pays de l'OCDE ont une inflation supérieure à ce pays médian, 50% des pays de l'OCDE ont une inflation inférieure. On l'a fait à la fois pour l'inflation totale et l'inflation sous-jacente. Et vous voyez que finalement, il y a deux périodes assez nettes que l'on voit ici. Alors ces périodes assez nettes, c'est la première déjà, que vous voyez là, c'est de 71, le début de la période, jusqu'en 97. Sur cette période, vous voyez qu'il y a une évolution de concert de l'inflation globale et de l'inflation sous-jacente. C'est-à-dire que quand l'inflation globale montait, eh bien l'inflation sous-jacente montait. Et inversement, quand l'inflation globale baissait, l'inflation sous-jacente baissait. Donc vous avez une évolution de concert qui
montrent que les deux séries, finalement, évoluent de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'elles ont euh, que, par exemple, si vous avez 2 points de hausse sur l'inflation globale, vous avez 2 points de hausse également sur l'inflation sous-jacente, hein. Non, pas du tout, mais ça montre que s'il a monté, l'autre aussi monté, s'il a baissé, l'autre aussi baissé. À partir de 97, vous le voyez ici, eh bien vous observez une décorrélation entre les deux indices d'inflation. C'est-à-dire que si l'inflation globale montait, on n'avait plus nécessairement une inflation sous-jacente qui montait. Et idem lorsque l'inflation globale baissait. On voit notamment, là on avance dans le temps, que plus on avance dans le temps, plus il y a une décorrélation forte entre les deux indices. Alors cette décorrélation, déjà on l'avait vécue avant la crise 2008, où la hausse très forte de l'inflation globale due au prix énergétique ne s'était pas du tout répercutée, ou n'était pas les deux paires, on va dire, avec une hausse de l'inflation sous-jacente, contrairement à ce qui serait passé dans la période précédente, dans la période antérieure. Et puis surtout, à partir de 2013-2014, vous voyez là, vous voyez que l'inflation sous-jacente était plutôt stable, autour de 1%, très faible hein, quand même, et qu'elle était franchement décorrélée de ce qui se passait sur l'inflation globale. Donc ce mouvement de décorrélation s'est amplifié au cours de cette période, et il s'est amplifié jusqu'à l'année 2021, où finalement on a retrouvé à partir de l'année 2021 de nouveau une corrélation très très forte. Donc décorrélée, de nouveau corrélée, et une corrélation très forte, comme durant la période 71-97. Et donc, finalement, lorsque l'inflation globale est montée, l'inflation sous-jacente a suivi de manière assez radicale. Et ça, c'est un premier constat. Et le deuxième constat que l'on peut faire, c'est que l'inflation sous-jacente, finalement, est allée nettement au-dessus du niveau de 3%, ce niveau de 3% étant finalement le niveau maximal atteint durant toute la période de 97 à 2021. Donc on a largement dépassé ce niveau de 3% dans les pays de l'OCDE, de façon brutale, de façon radicale. Et donc on en arrive au constat qui s'imposait, et qui s'imposait notamment aux banques centrales, c'est qu'on a assisté à un retour d'un mouvement de concert de l'inflation sous-jacente de l'inflation totale, d'une part, et que on a de nouveau une inflation interne, l'inflation interne étant mesurée hein, par l'inflation sous-jacente, hein, c'est pour cela qu'on a calculé qu'on regarde l'inflation sous-jacente dans les pays de l'OCDE, eh bien on a une inflation interne, donc générée par l'économie de l'OCDE, qui est de nouveau très élevée, qui est tout au 7%, et qui est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis le début des années 80. À partir de ce constat, finalement, on va expliquer les raisons pour lesquelles on a assisté à ce retour brutal de l'inflation par l'existence de deux régimes économiques. Deux régimes économiques, l'un que je qualifie de classique et l'autre de non classique. Le régime classique, c'est le seul régime qui soit reconnu par la théorie économique actuelle. C'est le seul régime dans lequel, finalement, les autorités peuvent s'appuyer sur la théorie économique que l'on connaît aujourd'hui pour guider le système, pour réguler le système. Il y a en revanche un autre régime que je qualifie de non classique, qui n'est pas du tout reconnu par les théories économiques actuelles, et finalement, dans le cas de ce régime, les banques centrales jouent à l'apprenti sorcier parce qu'elles n'ont aucun guide théorique pour justifier leurs actions de régulation. Alors, ce sont les banques centrales comme l'ensemble des autorités, c'est-à-dire également les États et les gouvernements. Donc, ces deux régimes sont absolument fondamentaux et je vais vous présenter la différence entre ces deux régimes de façon à ce que vous preniez conscience finalement de l'importance de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On va
déjà décrypter ce régime classique. Le régime classique, c'est un régime de pénurie d'offres. C'est un monde de pénurie. Donc, monde de pénurie dans la sphère réelle. Automatiquement, dans ce monde de pénurie, le pouvoir, donc dans la sphère réelle et productive, appartient aux offreurs. C'est-à-dire que sur le marché de la main-d'œuvre, eh bien, vous avez les offreurs sont les salariés, et donc les salariés ont le pouvoir sur les demandeurs, c'est-à-dire les entreprises. En revanche, sur le marché des biens et services, les offreurs, ce sont les entreprises. Et ce sont ces entreprises qui ont donc le pouvoir sur les clients. Ça, c'est un monde de pénurie dans lequel, finalement, le pouvoir dans la sphère productive appartient bien aux offreurs. Ce monde, puisque c'est un monde de pénurie, il est puissamment inflationniste. Si vous ne régulez pas la monnaie, si la monnaie du système, qui est dans le système, est trop importante. Donc ce monde est puissamment inflationniste et donc c'est un monde où finalement l'inflation est durable. Et c'est bien cette inflation-là qu'il faut combattre. Ça, c'est le régime classique. Maintenant, on va s'intéresser au régime non classique qui est complètement différent, qui est à l'antithèse finalement du régime classique. Donc dans la sphère réelle, puisque c'est ça, c'est ce sur quoi on s'intéresse ici, la différence entre ces deux régimes dans la sphère réelle, bah, contrairement au régime classique, c'est pas un monde de pénurie d'offres, c'est un monde d'excès d'offres. Donc c'est un monde d'abondance, c'est-à-dire qu'on a finalement de l'offre pour tout, de l'offre de main-d'œuvre, de l'offre d'épargne. Et comme vous avez un excès d'offres d'épargne et d'offres de main-d'œuvre, vous avez l'impression que vous pouvez tout fabriquer, tout produire. Donc c'est un monde d'abondance. Dans ce monde d'excès d'offres, le pouvoir, eh bien, il appartient aux demandeurs, il n'appartient plus aux offreurs, puisque les offreurs doivent faire face à un excès d'offres. Donc ils n'ont plus le pouvoir, ce sont bien les demandeurs qui ont le pouvoir. Ça signifie que sur le marché des biens et services, eh bien, ce ne sont plus les entreprises qui ont le pouvoir sur les clients, mais ce sont bien les clients qui ont le pouvoir sur les entreprises. Ce qu'on appelle un pouvoir de marché des entreprises très faibles, voire inexistants. Donc les clients imposent leur prix. Mais en même temps, parallèlement, sur le marché de la main-d'œuvre, eh bien, ce sont les entreprises, les demandeurs de main-d'œuvre, qui ont le pouvoir sur les salariés, qui sont les offreurs de main-d'œuvre. Et donc, complètement, dans un schéma complètement inverse de celui qu'on avait dans le régime classique, on a les clients qui ont le pouvoir sur les entreprises, qui elles ont le pouvoir sur les salariés. Ce monde, il est puissamment déflationniste. C'est une déflation qui peut générer et qui peut dégénérer en une déflation structurelle. Et la seule façon finalement d'éviter la déflation, c'est de provoquer des bulles qui dissimulent justement cette déflation. Donc c'est un monde déflationniste qui est dissimulé par les bulles financières. Mais en même temps, dans ce monde-là, l'inflation ne peut être que provisoire. Il n'y a pas d'inflation durable. Ça, ce sont les différences entre ces deux régimes, l'un classique et l'autre non classique, dans la sphère réelle. Ces différences ont automatiquement une répercussion sur la politique monétaire. Donc, dans le régime classique, l'inflation étant durable, eh bien, il faut réguler la monnaie par les taux directeurs. Donc, c'est une régulation classique de la monnaie par les taux directeurs, et ça fonctionne très bien. Et donc, on régule le système par les taux directeurs. Dans le régime non classique, en revanche, il n'y a pas d'inflation structurelle. Il y a même une déflation structurelle, donc l'inflation n'est que provisoire. Mais comme la déflation est structurelle, finalement, les taux directeurs sont à zéro, voire négatifs. Donc on ne peut plus réguler, finalement, c'est la politique monétaire par les taux directeurs. On régule la politique monétaire de façon totalement différente par la politique monétaire quantitative, qui est une monnaie de bulle. C'est-à-dire que vous achetez des actifs, et donc ça gonfle inévitablement la valorisation des actifs dans le régime classique. Et cette régulation-là, finalement, crée de l'instabilité financière, hein, et ne permet pas de stabiliser le système. On le stabilise à court terme, mais au détriment du long terme, parce qu'on sait très bien tous que les bulles financières, ça ne peut pas durer éternellement. Donc ça, c'est la politique monétaire, une politique monétaire
dans le régime non classique, qui ne permet pas de réguler finalement le système, elle permet d'éviter à la déflation de se traduire concrètement et de s'inscrire dans le fonctionnement de l'économie, mais elle ne permet pas de réguler de manière saine et efficace le système. On a de ce fait des différences très nettes de fonctionnement entre les deux régimes dans la sphère financière. Dans la sphère financière, vous avez, dans le régime classique, un régime de rendement, c'est-à-dire que, mais c'est en parallèle avec la régulation par les taux directeurs, hein, mais c'est bien le taux d'intérêt qui fait la valorisation des actifs. Rien d'autre, c'est l'évolution des taux d'intérêt qui fait l'évolution du prix des actifs. Donc si les taux d'intérêt montent, vous avez des actifs qui montent, si les taux d'intérêt baissent, vous avez des actifs qui baissent. C'est le régime classique. Dans le régime non classique, en revanche, et là parallèlement aussi à la politique monétaire quantitative, vous avez un régime de bulle. Alors ce régime de bulle, il n'est pas uniquement expliqué par la politique monétaire quantitative. Il est fondamentalement ancré dans ce régime-là. Donc ça veut dire que le taux d'intérêt n'est plus pertinent pour la valorisation des actifs. Quand on parle de valorisation ici, on parle de valorisation à moyen terme. Donc ce n'est plus l'évolution des taux d'intérêt qui fait la valorisation des actifs, c'est au contraire la valorisation des actifs qui fait le taux d'intérêt. Donc vous avez un régime de bulle, de valorisation, alors que le régime classique, c'est un régime de rendement. Donc, vous avez ces deux régimes-là qui sont renseignés ici, hein, un régime inflationniste classique, un régime déflationniste non classique, et on peut finalement positionner les périodes économiques entre ces deux régimes. Donc la première période, c'est 65-96, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à partir de 71, hein, mais on peut dater le régime, ce régime-là classique à 65. Eh bien, 65-96, c'était véritablement une période où l'économie des pays développés était dans le régime classique. 97-2021, c'est une période où finalement l'économie était en régime non classique, c'est-à-dire en régime déflationniste, de bulle. Et donc on avait ces différences de fonctionnement de la sphère financière qui est absolument fondamentale hein, dans la valorisation des actifs à moyen terme. C'est que dans la période antérieure, c'était un régime de rendement. Dans la période 97-2021, c'était un régime de bulle, un régime de valorisation, avec une régulation monétaire qui était complètement différente. Et donc on a basculé, on a changé de régime en 97-98. Alors il y a des raisons à cela, hein, des raisons fondamentales que je ne vais pas développer ici. Et notre analyse, évidemment, c'est que on a cette fois-ci basculé du régime non classique au régime classique durant les années 2021-2023, donc on va dire que c'est à peu près à partir de l'année 2022, et que finalement on change complètement de fonctionnement dans la sphère réelle, donc c'est un monde qui est puissamment inflationniste, on change de fonctionnement dans la régulation monétaire, c'est une régulation par les taux directeurs, et on change également de fonctionnement dans la sphère financière, puisque c'est un régime de rendement. Et alors, quelles sont les conclusions que l'on peut tirer de cette analyse? Alors tout d'abord, il y a des difficultés certaines de lecture et de régulation du système par les autorités. Les modèles économiques automatiquement ne veulent plus rien dire, puisque ces modèles sont basés sur le passé étant fait des 25 dernières années, qui étaient en régime non classique, eh bien, lorsque vous changez de régime, automatiquement, les modèles n'ont plus aucun sens. Donc, s'appuyer sur les modèles, ça peut paraître absolument nécessaire, mais aujourd'hui, on ne peut pas s'appuyer sur les modèles qui sont estimés sur le passé de ces 25 dernières années. Donc, ces modèles sont inutilisables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les autorités, les banques centrales comme les gouvernements, ne peuvent plus gérer l'économie comme ils l'ont fait les 25 années précédentes. C'est un fait, lorsque vous changez de régime,
économique, vous avez une régulation qui doit s'adapter, comme on l'a vu pour la politique monétaire, par exemple, entre régime classique et régime non classique. Mais ce n'est pas uniquement le cas de la politique monétaire, c'est aussi le cas des États et des gouvernements qui doivent s'adapter justement à ce changement de régime. Donc, il y a de ce côté-là probablement des conséquences importantes, que ça soit du côté du budget, que ça soit du côté de la gestion de la politique vis-à-vis notamment salariés, entreprises. Donc tout ceci a beaucoup d'importance, ces régimes ont beaucoup d'importance dans le mode de régulation que l'on doit adopter du côté des États. Donc ça, c'est du côté des États. Maintenant, du côté du système libéral, c'est-à-dire du côté des différentes sphères, sphère réelle, sphère bancaire et sphère financière, en fait, on est dans une étape de transition. Mais cette transition a nécessairement des risques. Et ces risques, ils ne sont pas faibles, ils sont importants. Alors, quels sont ces risques pour la sphère réelle? Quels sont ces risques pour la sphère financière? Quels sont ces risques pour la sphère bancaire? Donc, une fois qu'on peut répondre à ces questions, eh bien, on peut aussi répondre au fait, et c'est ça qui est le plus important, est-ce que ces risques sont systémiques ou ils sont plutôt absorbables par le système? Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et le troisième point, c'est une transition qui est pleine de sources d'opportunités pour le système libéral, donc pour les différentes sphères, hein, sphère réelle, sphère financière et sphère bancaire, mais aussi pour les États. Donc tout ceci, ce sont toutes les questions qui se posent à la suite de cette petite présentation, et ce sont des questions évidemment auxquelles on peut répondre à partir de cette clé fondamentale d'analyse entre régime économique classique, non classique et bascule d'un régime à l'autre.